Bismillah. Jarvis retournait l'objet dans tous les sens. Jamais il n'en avait vu de semblable. Pourtant, il était de toute la planète Thalassa l'homme le mieux placé pour en connaître les secrets. Naguère, il avait appartenu à la confrérie des chasseurs, des hommes rudes qui menaient une lutte sans merci contre les Korks, les plus puissants animaux marins de la planète. Il avait été le disciple du plus savant des chasseurs, Algaric le solitaire. Les nomades Mirans, dont les flottilles exploraient sans relâche les océans thalassiens, le considéraient comme un des leurs. Avec eux, il avait sillonné les mers au-delà du cercle polaire, pour redescendre vers les régions équatoriales dont on ne savait presque rien. Il avait mené sa campagne Urial sur la plupart des îles connues et sur d'autres encore vierges, et tous, sur Thalassa, connaissaient sa silhouette, déliée, la mèche brune rebelle qui barrait son front et la longue cicatrice blanche de son bras. On avait souvent recours à ses conseils. Aussi, Jarvis n'avait-il manifesté aucune surprise quand l'inconnu l'avait abordé. L'homme l'avait entraîné sur cette place de Drisland, semée de tables de pierre, où les pêcheurs des trois îles se rassemblaient pour partager leurs expériences, préparer les campagnes, où se contaient les légendes que faisaient naître sur la mer les nuits de brouillard. Drisland était le village le plus important des trois îles. Jarvis aimait y faire escale. Il éprouvait une affection particulière pour les farouches habitants de cet archipel, attachés à leur indépendance comme à leur coutume. Quand ils se furent attablés l'un en face de l'autre, l'étranger sortit un objet de la poche de son caban et le posa devant Jarvis. Sans un mot, tout commentaire était superflu. À première vue, il s'agissait d'un parallélépipède de métal brillant, plutôt plat, d'une vingtaine de centimètres sur 10. En le manipulant, Jarvis ne tarda pas à remarquer une particularité extraordinaire. À la moindre pression exercée sur les bords, l'une des faces se couvrait de linéaments à peine visibles. Les dessins variaient en fonction de l'intensité de la pression et de l'endroit où elle était exercée. Ils évoquaient irrésistiblement une écriture sans ressembler à rien de ce que Jarvis connut. L'artiste qui avait conçu cette œuvre possédait une habileté remarquable. S'il s'agissait bien d'une œuvre d'art, cette idée était tout d'abord venue à l'esprit de Jarvis, parce qu'il ne voyait pas à quel autre usage on pouvait destiner le parallélépipède d'acier. Pourtant, en y réfléchissant, cette explication était loin de le satisfaire. L'originalité de l'œuvre la rendait improbable, et surtout, la matière dans laquelle elle était coulée infirmait cette hypothèse. Sur une planète comme Thalassa, où les terres émergées étaient rares et où l'état de la technique interdisait d'extraire le minerai de l'océan, le métal était trop précieux pour être employé à d'autres fins qu'utilitaires. La loi, comme la morale, le réprouvait. Même les riches marchands de l'île de Najad se conformaient à cette règle. À plus forte raison pouvait-on s'attendre à ce que cet homme qui, de toute évidence, n'avait pas les moyens de la transgresser, la respectât. L'attention de Jarvis, en effet, s'était reportée sur son interlocuteur, tout en paraissant plongé dans la contemplation du parallélépipède. Il détaillait le visage impassible de l'inconnu. Les traits en étaient épais, les mâchoires saillées. Ses tempes prématurément blanchies contrastaient avec le hâle de la peau. Les cicatrices sur les doigts dénonçaient le pêcheur rompu au travail du filet. Ses habits usés correspondaient à ce statut. Les yeux clairs, au regard intense, ne quittaient pas les mains de Jarvis, ses mains qui tenaient le trésor. Combien demanda Jarvis en reposant l'objet sur la table. Pour toute réponse, l'inconnu enfouit l'objet dans sa poche. Il prit le temps de bourrer une pipe. Ses doigts ne tremblaient pas. Aucune impatience, aucune fièvre en cet homme dont le vêtement fatigué recelait une petite fortune. Il n'était pas vendeur. Quand il se décida enfin à parler, ce fut d'une voix tranquille, un peu triste, où l'accent des trois îles se mêlait à celui de Borgland, le lointain continent qui s'étendait au-delà des brumes du Levant. Mon nom est Groen, dit l'étranger. Je suis né à Elan, comme toi. Tu peux me connaître, cependant, car il y a très longtemps que le destin m'a échoué sur cette île. Depuis, j'y mène la vie des pêcheurs. Elle n'y est pas plus douce qu'ailleurs, mais je ne sais pourquoi, l'air qu'on respire par ici a une odeur de liberté. Par petites touches, Jarvis complétait le portrait de son interlocuteur.
Cet homme avait un but précis, et ce n'était pas de vendre son trésor. Le vent de la liberté rend fou, quelquefois, poursuivait le pêcheur. Il fallait être fou, en effet, pour mettre cap au sud, comme nous l'avons fait. Nous, c'est-à-dire moi et quelques gaillards de grand âge, un petit village du nord de cette île. Jarvis, d'un hochement de tête, l'informa qu'il connaissait cet endroit. Quelques cabanes en planches goudronnées, entre lesquelles séchaient les filets, une jetée de pierre à l'abri de laquelle se pressaient une douzaine de petites embarcations. Un village pauvre, comme il en existait tant à la surface de cette planète hostile aux hommes. 5 nous étions, précisa Groen. Notre idée, c'était de franchir la ligne, voir un peu si la pêche n'était pas meilleure. De l'autre côté de l'équateur, nous savions que les Mirans descendaient aussi bas vers le sud. Pourquoi pas nous? Il y avait de nombreuses réponses à cette question qui n'en attendaient pas. La première était que les Mirans, nomades de l'océan, avaient su, au fil des générations, s'organiser de façon que chaque clan, c'est-à-dire chaque flottille, puisse se suffire à lui-même et rester des mois sans toucher terre. Les pêcheurs n'avaient pas l'habitude de telles expéditions. Ils ne possédaient pas non plus la science des océans que les nomades avaient acquise parfois chèrement. Généralement, les pêcheurs s'en tenaient à une région précise, sans chercher à pousser plus loin. On ne pouvait le leur reprocher. L'océan de la planète était traître, sujet à de brusques tempêtes, parcouru de courants impétueux et fantasques. Précisément, les courants obligèrent Groen et ses compagnons à infléchir leur route. 100 fois, ils furent sur le point de renoncer, mais le goût de l'aventure fut le plus fort. Une nuit, enfin, ils franchirent l'équateur de Thalassa. Peu d'hommes pouvaient s'en vanter. Depuis plusieurs générations, c'est-à-dire depuis que le vaisseau interstellaire terrien Aload s'était écrasé sur la planète, les humains confinés sur les îles s'efforçaient de survivre aux traîtrises de Thalassa. L'océan nourricier abritait de redoutables créatures. Les courants le sillonnaient, rendant hasardeuse la navigation. Les îles, quand elles n'étaient pas désespérément arides, se couvraient d'une végétation hostile, vénéneuse. Trop occupés à survivre, les hommes n'avaient pu entreprendre l'exploration en règle de leur nouveau domaine. Ayant perdu, ayant perdu leur acquis technologique en même temps que la LOAD, incapables de trouver et d'exploiter des sources d'énergie suffisantes, ils avaient recours à la navigation à voile pour mener des expéditions qui, en général, se limitaient aux voies bien connues reliant les terres occupées. Les superstitions et les mythes qui, avec le temps, s'étaient imposés à leur imagination. N'encourageaient pas les courses audacieuses. Une sorte de fatalisme s'était battu sur eux. Des gens comme Groen restaient l'exception. Pour autant, la fortune n'avait pas souri à ces audacieux. Ils franchirent le tropique sans avoir aperçu de terre, et le vent tomba. Jarvis savait ce que cela signifiait. Avec les Mirans, il avait lui-même subi le calme subtropical, cette vaste zone où ne soufflait pas le vent. Il n'avait aucune peine à deviner la suite. Nous avons décidé trop tard de faire demi-tour, poursuivit Groen. Nos provisions s'épuisaient, surtout l'eau douce. Nous ramions sous une chaleur écrasante. Enfin, un soir, alors qu'Ournos allait disparaître à l'horizon, nous aperçûmes une terre. Toute la nuit, nous avons ramé. Nous avons abordé l'île le lendemain, à midi. La végétation était si abondante que nous n'apercevions même pas la grève. C'est-à-dire, si nous étions heureux, personne n'en avait soufflé mot, mais toute la nuit, en ramant, nous pensions que, peut-être, nous nous dirigions vers un roc pelé, comme on en rencontre tant dans les champs de récifs. Mais non, il y avait une végétation luxuriante, donc pensions-nous de l'eau douce. À peine le bateau était-il amarré que nous sautions à terre, ou pour parler juste, dans les branches, car ainsi que je l'ai déjà dit, nous n'avons pas aperçu une seule fois le sol à nu. Nous sommes partis à la recherche de l'eau, nous avons découvert autre chose. Groen se tut. Pour ménager ses effets, il ralluma sa pipe, en tira de longues bouffées. Jarvis, le visage impénétrable, attendait. Jusqu'à présent, le récit du pêcheur était plausible. Mais Jarvis se demandait où l'autre voulait en venir. Tous les gens d'ici me connaissent, reprit Groen. Ils savent que je ne suis pas un menteur. Pourtant, si tu ne me crois pas, je ne t'en voudrais pas. Souviens-toi seulement de cet objet que tu as tenu dans tes mains. Jamais tu n'en as vu de semblable, n'est-ce pas?
Dois-je comprendre qu'il vient de l'île en question demanda Jarvis d'un ton faussement détaché. Groen approuva d'un hochement de tête. Arrivés au centre de l'île, nous avons eu un choc. Dans une sorte de clairière se trouvait un village. Nous nous sommes regardés sans savoir que dire. La même stupeur se lisait sur tous nos visages. Qui aurait pensé que nous trouverions trace d'une présence humaine si bas vers le sud? Jarvis fronça les sourcils. Les Mirans repéraient les points d'eau, mais n'établissaient pas de village dans les îles qu'ils exploraient. Et si une expédition de Borgland ou des archipels était descendue aussi loin, on l'aurait su. Une explication lui vint soudain à l'esprit, lors du naufrage de la Loade. L'équipage embarqué sur des navettes de secours avait été éparpillé. Jusqu'à présent, on pensait que tous les transporteurs étaient tombés dans l'hémisphère nord, dans une région bien délimitée. Groen apportait peut-être la preuve qu'il n'en était rien. Le cœur de Jarvis battit un peu plus rapidement. Et si ces naufragés avaient gardé de la science des terriens un peu plus que les bribes qu'on en connaissait? Il était raisonnable de l'espérer, après avoir vu le parallélépipède au dessin mystérieux. D'où venaient ces hommes demanda-t-il impatient. Il en oubliait l'impassibilité à laquelle il se forçait depuis le début de l'entretien. Sa soif de savoir l'emportait. Quels hommes répondit Groen. Cette question sonnait le glas des espoirs de Jarvis. Ce n'était pas encore cette fois qu'il retrouverait le chemin du savoir oublié. La science des terriens. Il s'efforça de cacher son désappointement sans vraiment y réussir. Il n'y avait personne dans le village. Il posait la question déjà déçu de la réponse qu'il prévoyait. Non, dit Groen, l'île était déserte. Quels qu'étaient les habitants de ce village, ils l'avaient abandonné. Nous avons passé le reste de l'après-midi à en fouiller tous les recoins. S'il y avait des maisons, il y avait nécessairement un puits ou une source. En réalité, pas une goutte d'eau. Sans doute est-ce la raison pour laquelle le village avait été déserté. Nous avons cherché jusqu'à la tombée de la nuit en vain. Nous avons dormi sur place. Jarvis tiqua imperceptiblement. Groen le remarqua. Je sais bien, dit-il, je connais les pièges des îles. Les plantes, les animaux, ce n'était pas prudent. Mais nous étions épuisés. Depuis plusieurs jours, nous nous rationnions pour épargner nos provisions. Et nous avions ramé toute la nuit précédente. Pour atteindre le village, nous avions été obligés de nous frayer un chemin parmi la végétation dense, et nous doutions de retrouver notre piste dans l'obscurité. Et puis, tout paraissait tranquille. Nous n'avions aperçu aucun animal, même pas un oiseau. C'est précisément un tel détail qui aurait dû les inciter à la prudence, songea Jarvis. Ils connaissaient des îles en apparence désertes qui, la nuit venue, résonnaient de feulements sauvages. D'ailleurs, remarqua Groen, il ne nous est rien arrivé. Le lendemain, nous nous rendîmes à l'évidence. Même si l'eau coulait sous le lit végétal qui jonchait le sol, nous n'avions aucune chance de la trouver par hasard. 24 heures plus tard, nous prenions le chemin du retour. 24 heures après, n'est-ce pas un long repos pour des gens pressés? Je n'ai pas dit que nous nous étions reposés, répliqua sèchement le pêcheur. Il éludait la question. Inutile d'insister pour l'instant. L'explication viendrait en son temps. Jarvis commençait à discerner le projet de Groen. L'île recelait un secret. Le pêcheur avait besoin de son aide. Il comprit pourquoi, quand Groen, poursuivant le récit de sa dramatique équipée, précisa les conditions de retour. Nous n'avions plus qu'un baril d'eau douce pour 5. Nous ne pouvions nous permettre d'emprunter le même chemin pour le retour. Notre seule chance était d'atteindre une terre de l'archipel sud. Mais il nous fallait éviter le calme subtropical. Nous ne pouvions certes pas commander au vent, mais nous pouvions utiliser les courants. Ce mode de navigation rapide était parfois utilisé sur les courants bien connus. Et dont l'impétuosité n'était pas trop importante. Il consistait à entrer dans le flux et à se laisser porter jusqu'à l'endroit où il mourait. La difficulté étant bien entendu d'en sortir, il fallait pour cela louvoyer et lutter parfois pendant des jours. Hormis les Mirans, un seul navigateur employait systématiquement la force des courants, car il connaissait les manœuvres secrètes permettant de les franchir. Même au plus fort de leur intensité, cet homme, c'était lui, Jarvis de Helon.
Nous avons trouvé le courant, poursuivit Groen. Nous avons franchi la zone calme, puis nous nous sommes engagés dans un bras qui nous ramenait vers le nord. Nous avons tenté de sortir, pour comble de malheur. Un orage a éclaté à ce moment. La mer, jusqu'alors calme, s'est mise à bouillonner. Nous embarquions des paquets d'eau qui alourdissaient d'instant en instant notre navire déjà chargé. Il y eut un tourbillon de vent et d'eau mêlée, et le bateau s'est retourné. J'ai tenté de m'accrocher, une lame m'a emporté. Quelque chose a heurté mon épaule, la baume arrachée. Au moyen de la drisse, je me suis attaché à cette épave. Le courant a fait le reste. Pendant 5 jours, j'ai dérivé ainsi, passant de la veille à l'évanouissement. Mes yeux, brûlés par le sel, ne distinguaient plus le ciel de la mer. Le froid me pénétrait jusqu'aux os, bien que le courant qui me portait fût chaud. S'il ne l'avait pas été, je suppose que je ne serais pas ici, à raconter mon histoire. Le 5e jour, dont le courant me rejeta, je fus découvert par un chasseur de Corks, qui croisait dans ses eaux. Il m'a recueilli, soigné, nourri. Grâce à lui, je ne suis pas mort. Il m'a déposé à Insaele. Nos chemins se séparaient. Il n'avait plus qu'un bras de mer à traverser pour atteindre Borgland et les 5 villages où l'attendaient ses pères. Moi, je me rendais aux 3 îles. Je savais t'y trouver. La rumeur publique. Un navire marchand en mal d'équipage me prit à son bord. Tu désirais donc me rencontrer dit Jarvis. Groen plongea son regard dans le sien, comme s'il cherchait à prendre la mesure de son interlocuteur. Songeur, il tirait sur sa pipe éteinte. Fini le préambule. On arrivait enfin aux choses sérieuses. Jarvis s'appuyait sur le dosseret de pierre, sans quitter le pêcheur de ses yeux noirs perçants. Ses sourcils froncés, son menton volontaire, montraient que Jarvis n'était pas homme à se laisser berner. Silencieux, il attendait la proposition de Groen. Toute impatience l'avait quitté. Groen se décida enfin à parler. Je veux repartir là-bas, dit-il d'une voix solennelle. Retrouver le village. On te surnomme le chevaucheur de courant. Ta réputation n'est plus à faire. Avec toi, les détours sont inutiles. Tu sauras utiliser le courant pour franchir rapidement et sans péril le calme subtropical où les navires restent en panne. On y était. Groen proposait un marché. Lui et ses compagnons s'étaient attardés un jour entier sur l'île et à leur retour, le navire était chargé. Ils voulaient y retourner. Le village n'avait donc pas livré tous ses secrets ou tous ses trésors. Sans prendre de repos, s'étonna Jarvis. Qu'y a-t-il de si intéressant sur cette île pour justifier une telle hâte? Avant de répondre, Groen s'assura qu'aucune oreille indiscrète ne pouvait saisir leur conversation. Puis il se pencha par-dessus la table pour confier à voix basse. Le village, je n'ai jamais vu une chose pareille. Elle est en métal. Les termes du marché étaient clairs. Jarvis faisait bénéficier le pêcheur de son navire, l'Avenflow, et de sa science. En échange, Groen l'amenait à cette île qui ne figurait sur aucune carte et dont lui seul connaissait la position. Ou plutôt, lui et ses compagnons d'infortune. Car si Groen ignorait tout de leur sort, rien ne prouvait qu'il n'ait pas eu autant de chance que lui. Sans doute, pensa Jarvis, cette possibilité n'est-elle pas étrangère à la hâte du pêcheur. Les lois régissant la possession du métal étaient strictes, car il s'agissait d'un bien trop précieux pour être laissé à la disposition d'un seul individu. Eût-il découvert un gisement, de ce fait, les métaux faisaient l'objet d'un trafic dangereux, mais très rémunérateur. Tout un village construit en métal ignorait des autorités. Ce que cet homme vêtu de guenilles proposait, c'était la fortune. Cependant, Jarvis ne répondit pas tout de suite au pêcheur. Il avait besoin de réfléchir. Son regard erra sur la place, vide à cette heure. Effleura les lourdes tables de pierre délavées par la pluie, les austères façades des maisons. Les révélations de Groen le rendaient perplexe. L'histoire était bien tournée. Le pêcheur paraissait sincère. Néanmoins, Jarvis ne désirait pas s'engager à la légère. Il avait trop d'ennemis pour se lancer en aveugle dans une telle aventure. Après tout, il n'avait jamais rencontré Groen auparavant. As-tu fait part de cette découverte à un autre que moi demanda-t-il d'un ton apparemment détaché. Que je sache, vous êtes le seul à chevaucher les courants. Ce n'était pas exact. Les Mirins du clan rhodéen
tenter ce talent de Jarvis. Mais bien entendu, il n'était pas question pour l'homme des trois îles de confier son secret à ces aventuriers qui ne respectaient d'autres lois que la leur, et pour cela étaient tenus en suspicion. Pour tout dire, ils avaient une réputation de piraterie, injustifiée mais tenace. Ton offre paraît intéressante, dit lentement Jarvis, guettant sur le visage de son interlocuteur l'effet de ses paroles. Le pêcheur parut soulagé. Vous acceptez donc? Je n'ai pas dit cela, répliqua Jarvis en se levant. Sans ajouter un mot, il fit mine de s'éloigner. Growan, se précipitant, se planta devant lui, les poings sur les hanches. Sa voix tremblait de rage. Qu'y a-t-il? Gronda-t-il. C'est moi qui ai découvert le trésor. Je pourrais en exiger la plus grosse part. Au lieu de cela, je te propose la moitié d'une richesse incroyable. N'est-ce pas assez? Cela me paraît raisonnable, répliqua Jarvis en écartant Growan décontenancé. Un sourire ironique flottait sur les lèvres du Hélanite. Il descendit vers le port, à grandes enjambées. Bientôt, le pas précipité du pêcheur sonna derrière lui. Depuis combien de temps nous connaissons-nous? Demanda Jarvis quand Growan fut à sa hauteur. Il ne ralentit pas l'allure pour autant. Moins grand que le Hélanite, Growan s'essoufflait à le suivre. Il n'était plus le maître de l'entretien. Sans lui donner le temps de répondre, Jarvis poursuivit. Il ne manque pas d'amateurs pour embarquer à bord de la Venflo. On aimerait partager mon secret, on espère me le ravir en observant de quelle façon je m'y prends. Mais il y a cet objet. Il est inhabituel, j'en conviens, mais de là à croire à l'existence d'un village de métal, un village abandonné, de surcroît, dont les habitants n'auraient pas tenté de récupérer les matériaux. Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? Depuis le début de leur entretien, Growan oscillait entre le vouvoiement et une expression plus familière, de mise entre gens de mer. On pouvait à cette aune mesurer son assurance. Ce détail n'avait pas échappé à Jarvis. Je n'ai pas dit cela non plus. Le fait est que j'hésite encore. Vous n'avez rien à perdre. Que vous importe d'aller là-bas plutôt qu'ailleurs, puisque de toute façon, vous passez le plus clair de votre temps sur l'océan, explosa soudain Growan. Jarvis se fit brusquement menaçant. Écoute, gronda-t-il en agrippant Growan par le revers. J'ai besoin de réfléchir, mais même si j'accepte, je pose une condition. C'est moi qui commanderai à bord. Personne n'est autorisé à me dicter ma conduite, et je n'entends pas que cela change. Compris? Surpris par cet assaut, suffocant sous la poignée du Hélanite, Growan hocha la tête en signe d'acquiescement. Bien, reprit Jarvis en le lâchant. Ses traits, sa voix étaient calmes à nouveau, mais Growan savait à quoi s'en tenir sur cette impassibilité apparente. L'assurance du jeune homme était celle du capitaine habitué à voir ses ordres obéis. Nous nous retrouverons à la tombée de la nuit, sur place, précisa Jarvis, à la même table. D'ici là, ne cherche pas à me revoir. Il vaut mieux pour nous qu'on ne te voie pas en ma compagnie. Jarvis espéra s'être montré assez ferme pour dissuader Growan de s'attacher à ses pas. Il avait besoin de liberté de mouvement. Plantant là le pêcheur, il se dirigea droit sur la Venflo, au mouillage dans le port. À peine avait-il posé le pied sur le pont, qu'Uriel émergea de l'écoutille. Pendant que Jarvis allait discuter avec les autorités du port, elle s'était préparée pour le séjour à terre. Ses longs cheveux noirs flottaient librement, encadrant l'ovale régulier de son visage qu'éclairaient ses yeux verts. Elle portait une robe, ce qui était inhabituel à l'expression de Jarvis. Elle devina que leur séjour à terre serait plus court que prévu. Te voilà enfin, dit-elle. Tu as été bien long. Quelle nouvelle rapportes-tu? Oh, rien de spécial, mentit Jarvis. Il avait promis à sa compagne une longue escale et se sentait mal à l'aise. Il serait toujours temps de lui parler de Growan s'il décidait de le suivre. Mais Uriel ne fut pas dupe. Elle noua ses bras autour du cou de Jarvis, l'obligeant à la regarder en face. Quelque chose te tourmente, dit-elle d'une voix câline. Tu ne veux pas me dire quoi? Je ne sais pas encore. Va te promener. Je t'en parlerai au retour, répondit-il, dissimulant mal son énervement. Il faut que tu repartes immédiatement, c'est bien cela, insista-t-elle. Jarvis comprit que toute résistance était inutile. Il lui raconta l'histoire de Growan. Et tu vas y aller, bien sûr. Je ne sais pas encore, répondit Jarvis. Franchement, cette histoire ne me plaît pas. J'ai besoin de faire le point. Parlons d'autre chose, tiens. J'ai appris que Wheeler était au mouillage en ce moment. Si tu veux lui rendre visite,
Je suis sûr qu'il en serait ravi. Autrefois, Uriel avait navigué sur le bâtiment de Willard. Le capitaine de l'Arto était un homme cordial qu'on avait plaisir à rencontrer, en outre, originaire des Trois-Îles. Il en connaissait fort bien les habitants. Et à l'occasion, je pourrais lui demander des renseignements sur Groen, n'est-ce pas? Ironisa-t-elle, histoire d'alimenter la conversation. Il rit. Uriel savait trop bien lire en lui. Eh bien d'accord, je vais aller voir Willard, dit-elle, mais promets-moi de ne pas partir sans moi. Comment le pourrais-je? La Venflo refuse obstinément de prendre le large quand tu n'es pas à bord. Tu es le plus gentil menteur que je connaisse, dit-elle, en posant un baiser sur ses lèvres. Légère, elle sauta à terre. Jarvis suivit un moment la silhouette colorée de la jeune fille, les plis de la robe rouge piégeaient la lumière, tandis qu'Uriel s'éloignait d'un pas léger. Sa taille fine, ses épaules étroites, la faisait paraître frêle, vulnérable. Mais Jarvis savait combien cette apparence était trompeuse. Sur la fin de sa vie, retiré dans son ermitage de l'île de Hellan, Algaric, le solitaire, avait entrepris de compiler toutes les connaissances qu'il possédait sur Thalassa, dans un grand livre relié de peau de corque. Quand le vieil homme était mort en mer, il avait légué le livre à son disciple, Gervis de Hellan. Depuis, le jeune homme poursuivait la tâche de son maître. Uriel participait également à l'ouvrage. Botaniste émérite, elle trouvait dans chaque escale matière à remplir plusieurs pages d'une écriture serrée. D'un doigt fiévreux, Gervis tournait les feuilles, déjà jaunies du livre. Algaric professait à l'égard des légendes une conception curieuse, considérant qu'un nombre insuffisant de générations s'était succédé sur la planète pour que naissent des mythes originaux. Il estimait nécessaire qu'il y eût à la source des contes que colportaient les marins quelques éléments de vérité. Il recueillait donc ses récits avec le même soin qu'il établissait ses cartes, notant chaque variante et exposant toute hypothèse tendant à en expliquer l'origine. Ainsi se propageait la connaissance à présent. Pourtant, Jarvis eut beau chercher parmi les légendes, rien n'évoquait l'existence d'un village de métal, bien propre pourtant à exciter l'imagination. L'histoire de Groen ne lui plaisait pas. Plus il y réfléchissait, moins il y croyait, ne fût-ce qu'en raison de ce qu'il savait des pêcheurs. Le peuple des Trois-Îles présentait l'originalité d'être entreprenant et farouche, rude à l'effort et audacieux. Cependant, les pêcheurs thalassiens s'éloignaient rarement des terres. D'ailleurs, pourquoi être descendu aussi bas pour trouver de nouveaux territoires de pêche? Pourtant, il y avait l'objet mystérieux. Son étrangeté troublait Jarvis. Groen avait compté sur lui pour confirmer son récit. C'est pourquoi il avait commencé par le lui montrer seulement à la réflexion. Cette preuve faisait naître le soupçon. Comment expliquer que Groen, sur le point d'être jeté à l'eau par la tempête, ait pris soin de s'en munir? D'ailleurs, pourquoi cette insistance a entraîné Jarvis à la recherche de l'île? La Vinflo ne pourrait emporter une cargaison importante, et Jarvis avait la réputation d'être dur en affaires. D'ailleurs, Groen avait proposé de faire part égale avec lui. La science de Jarvis n'expliquait pas tout, car étant donné l'enjeu, Groen pouvait affréter plusieurs bâtiments et emporter suffisamment de vivres pour un long voyage. Il ne manquait pas d'hommes entreprenants en Trois-Îles, à commencer par Willor. Toutefois, ne pas croire Groen, c'était admettre qu'on cherchait à l'entraîner dans un piège. Il fallait pour le déjouer en deviner les ressorts. Voulait-on espionner sa technique de navigation? Il lui serait trop facile de maintenir l'observateur dans la cale pendant les manœuvres. Il ne manquait pas d'ennemis, cependant une machination aussi compliquée était des plus improbables. À moins qu'on cherchât simplement à lui faire perdre la face, aucune de ces explications ne le satisfaisait. Un raclement sur le pont le fit sursauter. Instinctivement, il porta la main au coutelas qu'il ne quittait jamais son côté. Ce n'était qu'Uriel. Et tu me parais bien nerveux, plaisanta-t-elle. Excuse-moi, cette histoire m'inquiète. Je commence à regretter d'avoir donné un rendez-vous au crépuscule. Tu redoutes un piège? Si cela peut te rassurer, je ne rapporte que d'excellents renseignements sur ton informateur. Tu as vu Willor?
Oui, il a confirmé l'histoire de Groen. Il s'est bien embarqué avec 4 compagnons pour passer l'équateur. Et avant, irréprochable. Il n'entretenait aucune relation avec la confrérie des chasseurs, ni avec les marchands de Najad. Cela semblait exclure l'hypothèse d'une complicité avec ses ennemis. Dans ce cas, je n'ai pas de souci à me faire, dit Jarvis. On devinait à sa voix qu'il n'en était rien. À maintes reprises, il avait montré son courage, mais il ne supportait pas de ne pas comprendre. Cela le rendait ombrageux. Il oscillait alors entre l'inquiétude et la colère. Et il s'énervait d'autant plus qu'il s'efforçait de le cacher. Uriel le savait, comme elle savait que Jarvis ne lâcherait pas l'affaire tant qu'il n'aurait pas passé le mystère. Cela lui prendrait des mois, peut-être des années, mais il saurait, si vraiment les propositions du pêcheur recelaient un piège. Il avait trouvé le meilleur appât en excitant la curiosité de Jarvis. Pendant tout le reste de l'après-midi, Jarvis s'affaira. Sans avoir l'air de rien, il préparait l'Avenflow à un prompt départ. Une bonne part de son assurance tenait à la certitude d'avoir préparé ses arrières. Bismillah. Le crépuscule envahissait les ruelles du port. Ayant laissé Uriel sur l'Avenflow, Jarvis gagnait la place par un chemin détourné. Pour la circonstance, il avait revêtu un blouson de cuir souple, couleur de la nuit. Il veillait à ce que ses bottes ne finissent pas résonner le pavé de la ruelle. À son côté, un coutelas pendait, ses doigts se fermaient sur le bois poli d'un harpon à corque. Il arrivait en avance au rendez-vous. Un rapide coup d'œil l'assura de l'absence de Groen. Il se dissimulait dans une encoignure et attendit. De lourds nuages occultaient la faible lumière de Néré, le plus petit des 2 satellites naturels de Thalassa. À la faveur d'une éclaircie soudaine, Jarvis aperçut 2 ombres se faufilant sur la place. Le soin qu'elle prenait de longer les façades grises des maisons lui parut suspect. L'avait-on suivi, malgré ses précautions? Mais non, il était trop méfiant. Qui aurait songé à le suivre? Les 2 silhouettes se fondirent dans l'ombre, et Jarvis concentra son attention sur les ouvertures sombres des rues. Enfin Groen arriva. Il marchait d'un pas décidé, sans un regard autour de lui. Il se dirigea droit vers la table où le matin il s'était assis en compagnie de Jarvis. Il y parvenait quand, de l'ombre d'une façade, 2 hommes bondirent. L'instant d'un reflet, Jarvis distingua un poignard dans la main d'un assaillant. Groen! Alerté par ce cri, le pêcheur se retourna. Le premier assaillant arrivait sur lui, l'arme levée. Tout en l'esquivant, Groen déséquilibra son adversaire qui roula à terre. Mais déjà il devait subir l'assaut du second. Jarvis accourait. Sans s'occuper de l'homme qui se relevait, il frappa l'adversaire de Groen avec le manche de son arpent. Le coup, asséné à la volée sur la colonne vertébrale, fit lâcher prise à l'assassin. Trop tard, Groen s'écroulait. Venant au secours de son comparse, l'autre assaillant se retrouva face au fer barbelé du harpon. Un instant, les 2 hommes se mesurèrent du regard. L'inconnu comprit qu'il ne résisterait pas longtemps. Mais Jarvis voulait au plus vite porter secours à Groen. Aussi n'insista-t-il pas quand l'inconnu, décrochant brusquement, s'enfuit dans la nuit. Tordu par la douleur, son complice le suivit. S'étant assuré qu'aucun danger ne les menaçait, Jarvis se pencha sur Groen. Le visage du pêcheur était couvert de sang. Cependant, il respirait encore. Apparemment, son adversaire avait tenté de le poignarder. Il avait su déjouer le coup. Le cuir chevelu était entaillé, mais c'était surtout le coup porté par la garde qui avait assommé Groen. Jetant le blessé en travers de ses épaules, Jarvis se hâta de regagner l'Avenflow. Il ne fallait pas laisser aux assaillants le temps de se ressaisir. Qui sait s'il n'allait pas revenir en force? Malgré sa charge, il allongea le pas. Ce ne devait pas être l'idéal pour Groen d'être ainsi ballotté, la tête en bas. Mais au moins était-il encore en vie. Uriel, inquiète, l'attendait sur le pont. Elle comprit à le voir porter ainsi Groen que l'entretien s'était déroulé tragiquement. Tout en aidant Jarvis à embarquer, elle l'examina avec appréhension. Du sang tachait les vêtements du Hélanite. Je n'ai rien, la rassura Jarvis. Ne perdons pas de temps. Largue tout. Un peu rudement, il déposa son fardeau sur le pont et se hâta de mettre l'Avenflow en voile. Le sloop était un bon navire, docile, conçu pour être manœuvré par un seul homme. Le vent soufflait et la marée était haute. Jarvis n'avait pas choisi au hasard l'heure du rendez-vous.
Ils franchirent la passe sans problème. Regarde, cria Uriel, tendant le doigt vers la jetée. Il n'avait pas eu besoin de cet avertissement pour distinguer sous le couvert de la jetée un petit navire. Il se trouvait du côté du large, comme si ses propriétaires n'avaient pas voulu acquitter le droit de mouillage. Les marins pauvres agissaient ainsi quand aucune tempête ne menaçait. Si elle en concevait de l'amertume, les autorités des ports toléraient cette pratique. L'économie sur Thalassa comptait au nombre des vertus, mais ce n'était pas la pauvreté qui avait contraint ce navire à négliger le Havre. Au mât d'artimon se balançait une pièce de bois sculptée. Tous les chasseurs de Corse ornaient leur navire d'un tel cartouche. Gravé à leurs armes, si le navire naufrageait, l'emblème surnageait, les vagues le portaient parfois jusqu'à une terre habitée. S'il avait pu distinguer les symboles gravés sur le cartouche, Gervis aurait su à qui appartenait le navire, mais l'obscurité l'en empêchait. En tout cas, il était sûr d'une chose. Les chasseurs ne se souciaient pas d'épargne. S'ils se trouvaient là, c'était qu'ils éprouvaient le besoin de se cacher. Bismillah. Growan ouvrit les yeux. Un peu au-dessus de lui, un toit de planches calfaté. Contre les parois, le battement des vagues, des grincements. Il fut plus lent à remarquer le roulis. Aucun doute, il se trouvait au large. Sa tête le faisait souffrir. Il y porta la main. Ses doigts rencontrèrent l'étoffe d'un pansement. Peu à peu, ses idées se remettaient en place. Les deux hommes noirs, comme la nuit, le poignard brandi. Il lève le bras. À partir de là, il était incapable de se souvenir. Il s'assit sur le bord de la couchette. Sa vue se brouilla, quand les cercles bleus et jaunes qui dansaient devant ses yeux se furent estompés. Il sursauta, assis dans un coin, quelqu'un l'observait. Une jeune fille, elle paraissait figée. Il comprit qu'elle le veillait depuis le début et qu'elle avait assisté à son réveil. Enfin, elle se leva. Bienvenue à bord de la Venflo, dit-elle en souriant. Growan se détendit. Il avait craint un enlèvement. Y a-t-il longtemps? Encore étourdi, il avait du mal à trouver ses mots. 1 heure ou 2. Nous avons pris le large aussitôt. Vous feriez mieux de vous allonger. Elle le repoussa doucement sur la couchette. Il ne résista pas. Où allons-nous? Pour l'instant, ouest-sud-ouest. Savez-vous qui vous a attaqué? Growan secoua la tête et grimaça de douleur. Non, dit-il, il faisait nuit. Ils avaient le visage masqué, je crois. Vous croyez? Insista Uriel, appuyé au montant de la couchette. Je regardais surtout le poignard. Tout a été si rapide. Tout en parlant, Growan détaillait le décor. Rapide était le mot. Il était venu au rendez-vous en redoutant un échec, et il reprenait conscience à bord de la Venflo. Il aurait dû s'en réjouir. Au contraire, il se sentait mal à l'aise, comme menacé par un danger inconnu, peut-être à cause de cet interrogatoire mené sur le ton de la conversation. Mais vous avez bien une idée? Des ennemis? Je n'en ai aucun. Enfin, je ne m'en connaissais pas avant l'attentat. Il y avait un soupçon d'impatience dans sa voix. Uriel s'en aperçut. Sans se départir de son sourire, elle se pencha pour examiner le pansement. Jarvis a suturé la plaie, expliqua-t-elle, mais vous garderez une belle cicatrice. L'entaille est assez profonde. Growan haussa les épaules. L'essentiel est d'éviter l'infection. Merci pour les soins. Jugeant la diversion suffisante, Uriel reprit sur un ton qui se voulait détaché. Curieux tout de même, quand on vous est attaqué. Peut-être m'a-t-on pris pour un autre. Pour Jarvis, vous croyez? Je n'ai pas dit cela, grommela Growan. Uriel rajusta le pansement qui roulait sur le front. Je suis sotte, soupira-t-elle. De toute façon, personne ne pouvait savoir qu'il se rendrait à ce rendez-vous. Il doit s'agir de maraudeurs. Sans doute. Le pêcheur ne faisait plus aucun effort pour masquer l'agacement que lui inspiraient ces questions. Pourtant, Uriel insista. Personne ne savait que vous deviez venir sur la place ce soir. Personne. Cela vous ennuierait de poser vos questions sans toucher à ce pansement. Cela me fait mal. Excusez-moi. Bon, je vais prévenir Jarvis. Il m'a demandé de le faire dès votre réveil. Laissant à Growan, elle rejoignit son compagnon, occupé à mettre en service le pilote automatique. Il a repris connaissance, dit-elle. Il récupère vite. Je n'ai rien pu en tirer. En outre, il a compris que je cherchais à le faire parler. Ces agresseurs, ils prétendent n'en rien savoir. Pour Jarvis, aucun doute. Il s'agissait des chasseurs de Corks,
Quel dommage qu'il n'ait pu, dans l'obscurité, déchiffrer le cartouche. Comment était-il au courant du rendez-vous? Peut-être était-ce lui qui les avait amenés jusqu'au pêcheur. Mais c'était bien Groen qui était visé. On voulait l'empêcher de révéler son secret. La confrérie des chasseurs possédait une double particularité, la richesse et le sectarisme. Nul n'était admis à participer à ces entreprises s'il n'était membre de cette société. Par contre, elle achetait très cher tout renseignement susceptible de servir ses intérêts. En supposant que Groen ait vendu l'information qu'il possédait, on pouvait comprendre son insistance à entraîner Jarvis sur l'île métallifère. Seul le chevaucheur de courant pouvait en effet naviguer assez vite pour prendre les chasseurs de vitesse. Ainsi Groen tirait de bénéfices de cette affaire. Il vendait l'information à la confrérie et l'exploitait pour son propre compte. Je descends, dit Jarvis. Si tu remarques la moindre anomalie, préviens-moi. Mais en principe, nous devons maintenir le cap. Il avait une confiance absolue dans le pilote automatique, mis au point en collaboration avec les Mirins. Il ne cessait d'apporter des améliorations à la Venflo. Il ne faisait qu'un avec le navire. Et Uriel se demandait parfois avec crainte comment il réagirait s'il venait à le perdre. Jarvis se força une expression joviale en pénétrant dans la cabine. Du geste, il invita Groen à rester couché. Il approcha un tabouret de la couchette et s'assit, le dos à la lampe, de sorte que son interlocuteur ne put distinguer ses traits. Groen s'attendait à un nouvel interrogatoire déguisé, pas au silence prolongé que Jarvis affectait. La première question tomba au moment où Groen, perdant patience, allait invectiver son hôte. Qui était au courant de ton histoire? La voix de Jarvis était froide, contrastant avec la cordialité dont le Hélanite avait fait preuve quelques minutes auparavant. Il avait croisé les bras et allongé les jambes. Pourtant, on le devinait prêt à bondir. Groen, mal à l'aise, se souvint de l'accès de colère du Hélanite. Personne, répliqua-t-il d'une voix rauque. Personne ne sait. Les chasseurs de Corks sont sur notre trace. Qui les a avertis de notre rendez-vous? Je n'ai parlé de l'île à personne, encore moins de notre rendez-vous. Bien sûr, tout le monde savait que je te cherchais. La première chose dont je me suis inquiété en débarquant, ce fut de ta présence aux trois îles. À Isnaëlé, on m'avait indiqué que tu t'y rendais, mais pas pour combien de temps. Je craignais de te manquer, j'ai été surpris d'apprendre qu'on ne t'avait pas aperçu à Drisland. Je me suis attardé au large, expliqua Jarvis. Là n'est pas la question. D'ailleurs, l'important n'est pas conçu que tu me cherchais, mais que tu possédais une information précieuse. On a voulu t'empêcher de parler. Qui? Groen secoua la tête. Il avait l'air sincère. Ton sauveteur aussi était un chasseur de Corks, suggéra Jarvis. Je ne lui ai pas parlé de l'île, répéta Groen avec lassitude. Son nom, Søren Hartog. Jarvis fit le mot. Il connaissait Hartog, un homme pondéré, dévoué à la confrérie. S'il avait connu le secret de Groen, il en aurait fait part à ses pairs. Cependant, l'embuscade ne lui ressemblait guère. Par contre, le chef de la confrérie, Kildare, ne reculait pas devant ses méthodes. Écoute, prévint Jarvis, si tu as dévoilé la position de l'île à Hartog, j'ai encore le temps d'arriver avant eux. Mais si j'ignore quel est mon ennemi, je préfère abandonner. Je n'ai parlé à personne, génie Groen. Dans ce cas, dit Jarvis en se levant. Non, attends, s'écria Groen en se dressant à moitié. Il faut me croire, mais il y a les autres, ceux qui ont vu avec moi le village et qui connaissent sa position. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, peut-être l'un d'entre eux a-t-il eu autant de chance que moi. Jarvis se retourna. Groen, fiévreux, était paniqué à l'idée qu'ils pourraient abandonner leur projet. Malgré cela, il n'avouait pas. Peut-être était-il sincère, après tout. Le pêcheur épuisé se laissa retomber sur sa couche. C'est possible, admit Jarvis. Nous verrons bien. Repose-toi maintenant. Il n'avait pas fait ce qu'il fallait pour cela. Bismillah. Quand Groen franchit l'écoutille, Ournos, l'étoile autour de laquelle gravitait la planète, était haute sur l'horizon. Les voiles gonflées emportaient la Venflo. Étendu sur la plage arrière, Jarvis surveillait d'un œil distrait le flätre des vagues. Groen savait qu'il l'avait vu. Il jeta un œil sur le compas. Nous filons vers les archipels, s'exclama-t-il.
Exact, répondit laconiquement Jarvis. À propos, il serait temps de me dire où nous allons. Il faut descendre vers le sud. Pas très précis, comme indication. Nous ferons le point une fois l'équateur franchi. Jarvis n'insista pas. La réaction de Groen était normale. Le contraire lui était inquiétant. Certes, la méfiance réciproque qu'ils éprouvaient risquait d'assombrir la traversée, mais la défiance était un sentiment ordinaire au Thalassien. Pour autant, Jarvis n'infléchit pas sa route. Groen n'y trouvait rien à redire, bien qu'il lui parût surprenant que Jarvis se dirigeât sur Najad plutôt que sur Elan, où il comptait plus d'amis. De toute façon, Jarvis devait s'approvisionner pour un long voyage. Leur départ précipité des trois îles ne lui en avait pas laissé le loisir. Sur la plus grande île de l'archipel nord, il trouverait tout ce dont il avait besoin. Aussi fut-il surpris de voir Jarvis passer au large de Najad sans chercher à accoster. La Venflo traversa le fouillis d'îles d'est en ouest et se détourna vers le sud. Déjà Jarvis rationnait l'eau. Quand Groen se décida à l'interroger sur l'étrange itinéraire qu'il suivait, Jarvis lui rappela d'un ton coupant que, mettre à bord, il choisissait la route qui lui convenait. Quant aux provisions, il y pensait. Le pêcheur ne put en tirer autre chose. Uriel se contentait de sourire, faisant mine de tout ignorer des intentions de son compagnon. Groen n'était pas dupe, mais il n'avait rien d'autre à faire que d'attendre. Ils laissaient sur leur gauche les îles forestières. Quand ils eurent franchi le tropique nord, Jarvis mit cap à l'ouest et se dirigeait droit sur le Kurlström, un courant tropical chaud. Celui-ci naissait et mourait sur l'équateur, après avoir tracé une boucle de quelques 10 000 kilomètres. Il aborderait au premier terce de sa course. Il ne restait qu'un baril d'eau douce. Depuis quelques jours, Jarvis passait le plus clair de son temps à dormir. C'est Uriel qui menait la Venflo, avec l'aide efficace de Groen. D'un naturel avenant, elle faisait de louables efforts pour engager la conversation, mais le pêcheur ne pouvait oublier l'interrogatoire qu'elle lui avait fait subir, et répondit le plus souvent par monosyllabes. Groen devait comprendre bientôt la raison des sombres prolongées de Jarvis. Quand sur l'océan apparut la coupure émeraude du fleuve marin, Jarvis ne fit aucun effort pour détourner la Venflo. L'étrave pénétra le courant perpendiculairement. Un bouillonnement d'écume couvrit le pont. Le navire donnait de la gîte. Il tremblait de la poupe à la proue, comme s'il allait se briser, et soudain il fut pris dans un tourbillon. Groen s'accrochait désespérément à un cordage. Ses jointures blanchissaient, malgré lui, les images de son naufrage défilaient dans sa tête. Quand il ouvrit les yeux, la Venflo avait pris le fil du courant. Il lui fallut un moment pour réaliser que la proue était dirigée vers l'amont. Les voiles gonflaient, les mâts grinçant sous la tension. La Venflo allait à reculons, emportée par l'impétuosité du courant. Puis ce fut un nouveau tourbillon, de nouveaux paquets d'écume. Les images renaquirent, et une fois encore, Jarvis dirigea la proue de la Venflo à contre-courant. Le Hélanite répéta la manœuvre inlassablement, jusqu'à ce que la Venflo fût éloignée des franges du courant où l'océan, le refroidissant, créait de redoutables turbulences. Alors il laissa son navire suivre les caprices du courant. Son attention ne se relâchait pas cependant. Des masses d'eau froide surgies du fond pour d'obscures raisons perturbaient le courant, créaient des remous, creusaient des cuvettes plus profondes que des cratères, et même dessinaient le courant qui remontait le flux principal. Autant de pièges qu'il fallait déjouer. Aussi longtemps qu'on resterait dans ces dangereux parages, Jarvis ne connaîtrait pas de repos. Cela dura 3 jours et 2 nuits, manœuvrant avec autant de dextérité pour sortir que pour y pénétrer. Jarvis arracha la Venflo des eaux chaudes, donna de la voile et mit cap au nord. Puis il disparut dans la cabine, s'allongea épuisé sur la couchette et s'endormit d'un coup. Uriel le réveilla à la nuit tombée pour le nourrir, bien qu'elle sût faire le point. Jarvis tint à corriger lui-même la course de son voilier. Il se repérait aux étoiles, il infléchit sa route de quelques degrés vers l'ouest et repartit se coucher, laissant à ses compagnons le soin de maintenir le cap. Où veut-il en venir? Se hasarda à demander Groen. Il n'y a pas de terre par ici, et nous tournons le dos à mon île. Voyons, répondit Uriel, moqueuse, tu ne crois tout de même pas que nous allons entreprendre cette expédition sans réserve?
Il nous faut de la nourriture, de l'eau, des cordages, peut-être même des armes. Pourquoi ne pas s'être procuré tout cela à Najad ou sur une île quelconque des archipels? Une seule embuscade ne t'a pas suffi? Nous n'aurions été en sécurité nulle part. Nous ne connaissons pas nos ennemis, n'est-ce pas? Groen hocha la tête. Il avait compris. Il n'y avait pas de terre dans la direction qu'il suivait, mais l'océan appartenait aux Mirans. Il le ravitaillerait. Jarvis s'entourait des plus grandes précautions. Il ne permettrait pas une nouvelle attaque contre l'homme qui lui promettait la fortune. Pas plus qu'il ne laissait à cet homme une occasion de le trahir au cas où il l'aurait menti. Bismillah. Ils sont en retard, constata simplement Jarvis. Les voiles étaient amenées, les ancres flottantes maintenaient la veine flot en place, en dépit des coups de boutoir que lui portaient les lames. Comment sais-tu qu'ils vont venir demanda Groen. Pour toute réponse, Jarvis sourit d'une façon énigmatique. Les Mirans croyaient-on errer sans aucun but. Jarvis savait qu'il n'en était rien. Certes, leurs déplacements ne suivaient pas d'ordre logique apparent, mais ils étaient concertés, chaque tribu connaissait la route des autres. Ainsi, si une flottille se trouvait en difficulté, elle pouvait se porter au-devant des secours. En outre, les routes se croisaient, de rencontre en rencontre, les nouvelles se propageaient, les alliances se nouaient. Ces rendez-vous étaient aussi l'occasion de commercer. Jaloux de leurs secrets, les Mirans ne tenaient pas à ce que cela s'ébruite. Jarvis ne trahirait pas leur confiance. Groen devinait que son assurance se fondait sur une certitude. Pourtant, il manifestait quelques inquiétudes. Il se trouvait fort loin de la terre la plus proche et les vivres diminuaient. Aussi fut-ce un soulagement pour lui d'apercevoir à l'horizon les voiles de la flottille. C'était bien la première fois qu'il accueillait joyeusement la nouvelle de l'arrivée des nomades. D'ordinaire, il les fouillait, accordant crédit à leur triste renommée. Il s'agissait d'une petite tribu, répartie sur 4 vaisseaux seulement. L'étendard vert du clan runéen flottait à la corne. Une baleinière approchait rapidement de la veine flot. Un grand gaillard maigre et souple sauta à bord. Salut, vieux pirate, s'écria Jarvis. Comment vas-tu, Emonia, et l'héritier? Tu es au courant de cela? Les nouvelles courent vite sur les vagues. C'est Rudder, précisa Uriel à l'intention de Groen, qui regardait la scène d'un œil effaré. Les Mirins n'aimaient guère qu'on les traite de pirates. Pourtant, celui-ci ne paraissait pas s'en offusquer. Les nomades envahissaient la veine flot et le garderaient tandis que Jarvis irait à bord du vaisseau amiral de la flottille. Tu nous accompagnes? Demanda Jarvis à Groen, avec une cordialité à laquelle le pêcheur n'était pas habitué. L'idée de se retrouver sur un navire Miran ne souriait guère au pêcheur. Néanmoins, il accepta. Il lui paraissait plus inquiétant encore de s'éloigner de Jarvis. Un colosse aux cheveux blancs, à la barbe noire, les attendait en haut de l'échelle de coupée. Agel le runéen, une plaque de cuivre rouge, large comme la main, ornait son torse musclé. Malgré les rides qui cernaient ses yeux gris, on ne pouvait lui donner d'âge. Hagel, chef du clan runéen, était taillé pour défier le temps. Lui aussi était un compagnon d'aventure de Jarvis. Il souleva Uriel dans ses bras, comme s'il se fût agi d'un enfant, et secoua vigoureusement Jarvis. À Groen, il adressa un salut discret. Une jeune femme, un bébé sur les bras, s'approcha d'Uriel en souriant. Sans doute devina Groen, s'agissait-il de la campagne de Rudder. Ses compagnons de voyage étaient reçus à bras ouverts par ces nomades qu'ils connaissaient tous par leur nom. Le pêcheur était désorienté par tout ce qu'il voyait. Ce n'était pas seulement la présence de femmes et d'enfants à bord qui le surprenait, même s'il n'était pas accoutumé à voir sur un pont de navire des scènes qui auraient pu se dérouler sur la place de son village. Ce n'était pas non plus, enfin pas vraiment, l'aspect étranger du navire, ses voiles triangulaires, son château arrière élevé, sa coque large. Ce qui le surprenait surtout, c'étaient les instruments, les outils, les armes, modernes, métalliques. Ceux qui prétendaient que la technologie des nomades était en avance sur celle des insulaires avaient raison. Il comprenait à présent d'où venaient les aménagements qui faisaient de la Venflo le coursier le plus racé et le plus maniable qu'il ait connu. Tellement occupé à découvrir ce monde nouveau pour lui, Groen ne vit pas Jarvis disparaître, en compagnie de Hagel et Rudder, dans une écoutille qui conduisait au carré, là où se prenaient les décisions importantes pour le clan.
Je descends vers le sud, dit Jervis en prenant place dans un fauteuil sculpté avec art. Hagel remplissait 3 coupes d'un breuvage obtenu par la fermentation des feuilles de l'arbre pourpre, qui croît dans certaines îles forestières en ont tenu secret. Un long voyage, s'inquiéta Hagel. Probablement. Il me faut des vivres, de l'eau, des cordages, des munitions, des médicaments. Tu les auras, répliqua Hagel en tendant une coupe à Jarvis. Il n'avait pas besoin de consulter le conseil pour savoir que les Runéens étaient tout disposés à partager leurs richesses avec le chevaucheur de courant. Fait-on savoir où tu te rends? Je n'en ai pas la moindre idée. Quelque part au-delà du tropique sud. L'homme qui est avec moi veut retrouver une île. J'espère pour toi qu'elle est vaste, car s'il te faut explorer tout l'océan, il sait où elle se trouve. Et il ne te l'a pas dit avant d'entreprendre le voyage? L'incrédulité se lisait sur le visage du Runéen. Il a des raisons pour cela, répliqua Jarvis, et il conta brièvement l'histoire à Hegel. Si Groen savait que je divulgue ses secrets à un capitaine Mirren, pensait-il, il en deviendrait bleu. Or, contrairement à l'opinion qu'on se faisait des nomades, ceux-ci ne trahissaient jamais leur amitié. Jarvis aurait pu révéler la position de l'île sans craindre la concurrence de Hagel. En outre, les Mirrans étaient les seuls à posséder une certaine expérience des mers du Sud. Jamais entendu parler d'un village pareil, dit Hagel. Tu es certain de ton fait? Je n'ai que sa parole. Hagel réfléchit, tandis que Jarvis sirotait l'âcre boisson. Tu es seul dans le coup? Interrogea le Rayonnéen. Peut-être pas. Groen a été agressé à Drisland. Je soupçonne les chasseurs de Corks. Cela expliquerait qu'ils aient armé 8 bâtiments pour une expédition lointaine, fit remarquer Rudder. Vraiment. La nouvelle intéressait Jarvis au plus haut point. D'où le tiens-tu? Les Rhodéens ont coupé la route de l'escadre, alors qu'ils passaient au sud de Borgland, il y a 3 semaines. Le cartouche du navire amiral représentait 3 vagues surmontées d'un folge. 3 vagues, un oiseau. Jarvis connaissait cet emblème. C'est donc Donder qui commande la flotte, dit-il. Un homme de confiance de Kildare. Dans quelle direction allait-il? Sud-sud-est. Jarvis calcula rapidement. L'escadre s'était probablement mise en route en même temps que les hommes de main qui avaient assailli Groen. Elle devait donc avoir franchi l'équateur. Tout dépendait de la longitude de l'île. La direction empruntée par les chasseurs de Corks ne signifiait rien, sinon qu'ils avaient choisi de contourner les courants par l'est, c'est-à-dire d'éviter les voies les plus fréquentées. De toute façon, Jarvis comptait sur le calme subtropical pour compenser leur avance. Restait à fixer le prix des marchandises que lui cédaient les Mirrans. Ils se mirent d'accord pour un 20e de ce que Jarvis ramènerait de l'île. En métal, bien sûr. La monnaie n'intéresserait pas les Mirrans. Jarvis engageait également une partie de la part de Groen, certain que celui-ci ne trouverait pas à redire, surtout en présence des Mirrans. Le soir, une fête fut donnée à bord du navire. Elle dura toute la nuit. Puis la flotte nomade reprit son éternelle errance, et les passagers de la Venflo se retrouvèrent seuls. Eh bien, dit Jarvis à Groen, ne crois-tu pas qu'il serait temps d'en dire un peu plus long sur la position de ce filon?